Dans la province des Balais, le dimanche dernier, une mine d'or artisanale s'est éboulée, entraînant une quinzaine de morts et autant de blessés. L'avenir de la jeunesse est en jeu. La violence qui couve dans les murs de l'éducation est à craindre. C'est le Conseil national de prévention du phénomène qui tire la sonnette d'alarme. Et puis, contre la famine, on joue aussi la carte de la prévention. Il faut un plan de soutien aux populations vulnérables pour l'année à venir. Une année décidément tournée vers l'agriculture familiale surtout, qui vise plus de reconnaissance. Voilà donc pour la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, la fin de l'année qui s'annonce sonne le temps des bilans et perspectives. 4 institutions du Burkina se sont déjà soumises à l'exigence. Depuis cet après-midi, les rapports d'activité du Conseil supérieur de la communication, du médiateur du Faso, de la Cour des comptes et de l'autorité supérieure de contrôle d'État sont entre les mains du président du Faso. On revient sur le cérémonial de la remise des documents dans ce reportage de Abdoul Rasmane Zongo. À cette matinée de mardi chargée pour le président du Faso, c'est le genre équitablement représenté qui a ouvert la série de remises de rapports à Blaise Compaoré. Aminata Deborah Traoré est venue parler de médiation dans un document de 93 pages. Au niveau des dossiers, nous avons pu enregistrer 786 dossiers instruits. Et sur ces 786 dossiers, 159 ont fait l'objet de recommandations à l'administration. Et sur ces 159 dossiers dont nous avons porté des recommandations à l'administration, il y a 78% qui ont été considérés comme des médiations réussies. Donc nous pensons que cet effort, nous devons toujours le poursuivre. Après le médiateur du Faso, c'est au tour de la présidente du Conseil supérieur de la communication de se prêter à cet exercice pour la 6e fois consécutive depuis 2008 qu'elle est à la tête du CSC. Par rapport à l'année précédente, je pense que qualitativement, on peut apprécier plus positivement la situation d'ensemble des médias au Burkina Faso. Et d'ailleurs, le président du Faso n'a pas manqué de nous féliciter. Le Burkina Faso, à l'heure actuelle, a été classé pour l'année écoulée 46e en ce qui concerne la liberté de la presse, 46e sur 179 pays dans le monde, ce qui nous a fait gagner pas mal de points par rapport à l'année d'avant, puisqu'on était 68e. On est passé de 68e à 46e. Et en Afrique, nous sommes 5e. Je pense que cela est encourageant pour nous et pour vous tous. Et nous devrions ensemble continuer dans le même sens pour chaque année, engranger de nouveaux points et élargir les limites de la liberté de la presse au Burkina Faso. La juridiction suprême de l'ordre financier, la Cour des comptes, elle, a produit un rapport volumineux de 377 pages. Il faut que nous en tenons au mandat de la Cour des comptes qui est de s'assurer de la gestion de la sauvegarde des biens publics. Et une fois que nous nous sommes assurés de la sauvegarde des biens publics, c'est de formuler des recommandations. Comment améliorer cette performance, si performance il y en a comme nous l'avons constaté. Parce que comme je l'ai dit, la mise en œuvre de nos recommandations nous a permis de comprendre qu'il y a plus de 98% qui ont été mises en œuvre. Et aujourd'hui, tous les comptables publics savent qu'il faut produire dans les délais leur compte de gestion sous peine de sanctions. Je pense que déjà ça c'est positif. Et comme au niveau de la santé, il faut prévenir les risques de maladie, nous aussi nous pensons que le rôle du contrôle, c'est de prévenir les risques de gestion. Le contrôleur général d'État, lui, a clos la série de remises de rapports. L'autorité supérieure de contrôle d'État est satisfaite des activités accomplies au cours de l'année 2012 et condensées dans un document de 169 pages. Nous avons pu faire des contrôles de régularité, nous avons pu faire des contrôles d'audit basés sur les risques, nous avons fait de la sensibilisation à la lutte contre la corruption, et nous avons transmis un certain nombre de dossiers à la justice en vue d'être traités. Nous avons mené nos activités vraiment de façon sereine et nous en sommes satisfaits puisque nous avons pu exécuter le programme d'activité que nous nous sommes fixés.
au départ. Je vous le disais en titre, le dimanche dernier aura été un jour de deuil à Bagassi, dans la province des Balés. Une mine d'or artisanale s'est éboulée, entraînant une quinzaine de morts et autant de blessés. Les causes du drame seraient dues à des activités d'extraction de l'or, soutien de l'exécutif aux familles des victimes du malheureux événement. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux. Le point de la visite avec Salinana. C'est dans ces profondeurs que le drame est survenu le dimanche dernier aux environs de 1h du matin. Selon les témoins, le malheur s'est abattu sur les orpailleurs en pleine activité dans ces galeries qu'ils ont creusées de leurs propres mains. L'éboulement aurait été causé par le dynamitage d'une roche et le triste bilan fait état de 14 morts et de 13 blessés. Ce sont les arrêts des travaux pendant l'hivernage qui ont créé le détachement de la roche. Les orpailleurs ont repris les travaux sans se rendre compte qu'il y avait un problème. Au moment où l'incident s'est produit, ils avaient presque fini les travaux et il n'y avait plus beaucoup de gens dans le trou. Nous, on est venus sur les lieux par la suite, trouver qu'en tout cas, les orpailleurs entre eux avaient déjà une organisation sur place et au fur et à mesure qu'ils faisaient l'extraction des corps au niveau des trous et en même temps, au fur et à mesure aussi, ils procédaient à l'inhumation des différentes victimes. Nous sommes allés au niveau du CSPS pour aller voir quelques malades, mais on allait trouver que les malades avaient déjà été pris en charge. Et c'était un seul malade qu'on avait trouvé au niveau du CSPS parce que les autres, après les soins, sont rentrés chez eux. Il y avait déjà 2 blessés graves qui ont aussi été, il y a un qui a été transféré au CMA de Boromo. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur ce site artisanal de la mine d'or de Bagassi pour rencontrer les premiers responsables de la mine et leur traduire la tristesse et la compassion du gouvernement. Nous avons été constatés effectivement sur place les tombes et nous avons relaté un peu, nous avons regardé les différentes installations avec tout ce que ça comporte comme risques et dangers. Nous avons échangé avec les premiers responsables, nous avons exprimé la compassion du gouvernement. En tant que le site existe, mais c'est un site informel, ce n'est pas un site qui est autorisé par le gouvernement. Il faut nécessairement que nous puissions baliser en fait l'exercice de l'activité et assurer un suivi après. Un suivi quitte à utiliser la répression pour obliger les gens à travailler dans une certaine clarté, une certaine norme pour permettre en fait que les choses se passent normalement. Et pour cela, des discussions seraient en cours et des mesures seront prises à partir de textes législatifs et des décrets d'application afin que chacun puisse jouer son rôle pour éviter ce genre d'accident. Voilà donc pour le triste événement de Bagassi et puis la suite du journal. Il faut un plan de soutien aux populations vulnérables à la famine pour l'année à venir. La décision s'inscrit dans la politique nationale en matière de sécurité alimentaire et pour joindre l'acte à la parole, les acteurs clés avec à leur tête le Premier ministre se sont retrouvés à Ouagadougou. La rencontre compte pour la 6e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire. Les précisions dans ce sujet de Moumouni Soubeiga. L'ouverture de 140 boutiques témoins des céréales vendues à prix social et distribuées gratuitement sur l'ensemble du territoire national, ce sont autant d'acquis engrangés en 2013 sous les auspices du Conseil national de sécurité alimentaire dans le cadre de l'exécution du plan de résilience et de soutien aux personnes vulnérables. C'est ce qui ressort de cette 6e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire. Les regards sont désormais tournés vers 2014 et les défis à relever sont les suivants. Nous avons à l'ordre du jour tout à l'heure à discuter des méthodologies pour l'élaboration d'une liste nationale des personnes vulnérables. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une chose est d'avoir les moyens pour soutenir les populations vulnérables. L'autre chose est de les identifier concrètement sur le terrain, sur la base de critères objectifs et sans parti pris. L'autre chantier, c'est de faire en sorte que le dispositif puisse toujours garder l'expertise nécessaire pour fournir les informations qui sont utiles à la décision.
Les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile ont félicité le gouvernement burkinabé et le Conseil national de sécurité alimentaire pour le travail abattu. Cependant, ils estiment que le gouvernement peut encore mieux faire en impliquant tous les acteurs dans la lutte et en mettant l'accent sur la promotion de l'agriculture familiale qui occupe plus de 80% des populations. C'est moins de 10% du budget qui est affecté à l'agriculture. Pour peu qu'on accompagne les producteurs dans l'agriculture familiale, en ce qu'ils puissent mieux se structurer, mieux accéder aux différents crédits qui permettent d'avoir des matériels conséquents, alors on peut arriver à une situation où l'agriculture nourrit le Burkina Faso. Côté gouvernement, on affiche la détermination et c'est en cela que le Premier ministre exhorte tous les acteurs à plus de combativité. Votre mission première est de réfléchir et de faire des propositions au gouvernement pour des solutions durables et pérennes aux crises alimentaires répétitives dans notre pays. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts et vous rassure que toute proposition en la matière sera minutieusement examinée par le gouvernement. Nos braves populations, notamment nos enfants, doivent être mis à l'abri de la faim et de la malnutrition quand on connaît les effets néfastes de ce phénomène sur le développement psychomoteur de l'individu. À cette 6e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire, il est question de valider la politique nationale de sécurité alimentaire, de faire le bilan à mi-parcours du plan de résilience de 2013 et d'adopter le plan de 2014 pour gagner le pari de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Dans les rangs de la Confédération paysanne du Faso, l'on se prépare à la célébration de l'année de l'agriculture dite familiale. Ce type d'agriculture peine encore à se faire reconnaître comme métier à part entière. Aussi, les portes du financement et des intrants agricoles s'ouvrent encore difficilement pour elle. Ce sont autant de défis qui ont motivé l'organisation du Forum sur les exploitations familiales. Seydou Zon et Sié Sylvestre Da. Ces travaux marquent la fin du forum sur les exploitations familiales et le défi de la souveraineté alimentaire initié par la Confédération paysanne du Faso et ses partenaires. Des échanges entre les organisations paysannes ont abouti à des recommandations. Recommandations qui interpellent les partenaires techniques et financiers, les acteurs eux-mêmes ainsi que les décideurs politiques. En même temps que nous faisons la promotion de l'agrobusiness, il y a une nécessité absolue de ne pas perdre de vue tout ce qui peut être fait pour tirer le maximum et rendre plus rentables les exploitations familiales. Il y a par exemple 3 domaines particuliers. Il y a le domaine de la technologie pour pouvoir mieux rentabiliser l'exploitation familiale. Il y a le domaine de la finance, l'accès au crédit. Il y a enfin le domaine de la gouvernance même de l'exploitation familiale. Et pour promouvoir des véritables politiques nationales en faveur des exploitations familiales, 2014 a été déclarée l'année internationale de l'agriculture familiale par l'Assemblée générale des Nations unies. Occasion pour la Confédération paysanne du Faso, chargée de conduire la célébration de cet événement au Burkina, de dévoiler son plan d'action. Dans les 13 régions, on va mettre en place des coordinations régionales et à leur tour, ces coordinations vont mettre en place des coordinations provinciales pour permettre à ceux-là que nous pensons qu'ils doivent être les bénéficiaires de cette année-là de mieux s'impliquer par rapport à l'année internationale. Ça, ce sont des activités. Au-delà de ça, nous allons, avec l'appui de nos partenaires et autres, nous allons rechercher des moyens pour pouvoir organiser des réflexions thématiques. Selon Bassiaka Dao, la déclaration de l'année 2014, année internationale de l'agriculture familiale, par les Nations Unies, symbolise la reconnaissance du mérite des agriculteurs familiaux à nourrir le monde et à soigner la planète. Agriculture et pastoralisme, le tandem entraîne dans son sillage nombre de contestations. La région de l'Est tente d'y trouver la parade. 12 communes et le Conseil régional de l'Est ont créé en 2011 un cadre de concertation pour régler les questions de pastoralisme dans la région. L'entente pastorale, comme ils l'ont baptisée, vient de tenir sa première session. Elle vise la mise en route des activités, les précisions de Godefroy Bazier. Il a fallu plus de 2 ans pour que la conférence de l'entente pastorale, mise en place dans la région de l'Est, tienne sa première session. La session des 28 et 29 novembre a permis à cette intercollectivité d'engager réellement la réflexion sur le pastoralisme. C'était important que les acteurs locaux se concertent
mettre en place une sorte de protocole d'accord entre les différentes communes qui sont traversées par ces couloirs-là, afin de sécuriser les couloirs à bétail qu'il y a et permettre à la transhumance de pouvoir se faire dans la plus grande quiétude. Les membres de la conférence ont proposé une feuille de route et une stratégie de fonctionnement de l'entente. Ils ont aussi harmonisé leur compréhension sur la teneur de la convention et amendé le schéma pastoral de l'entente. Pour beaucoup, la réhabilitation des pistes à bétail demeure la principale préoccupation. Les pistes à bétail, ça existe, c'est vrai, mais les paysans ont cultivé dedans. Donc ça crée un problème pour les éleveurs. Donc je pense que Recopa et la commune de Tansara, nous allons se concerter afin vraiment de sensibiliser les agriculteurs pour qu'ils puissent libérer les pistes à bétail. Le réseau de communication pour le pastoralisme Recopa, l'ONG française Groupe de développement Acting for Life, sont aux côtés des collectivités de la région pour faire grandir cette entente pastorale. Bref, l'enjeu de l'entente pastorale est très important pour les éleveurs. Donc l'enjeu pour les éleveurs, mais notamment aussi pour les collectivités, c'est d'arriver à produire davantage d'animaux, soit en nombre important, soit en termes de poids. Alors, pour y arriver, il faut travailler sur l'aménagement d'espace, ce qui nous permettra de pouvoir exporter et satisfaire à la demande de viande, non seulement pour les pays, les villes sahéliennes, mais aussi pour les pays côtiers. Tout compte fait, la région de l'Est met tous les atouts de son côté pour que éleveurs et agriculteurs contribuent dans la coexistence pacifique au développement de leur pays. Et puis, cet autre point de l'actualité, pour continuer, le projet de l'Opéra de Lango prend corps. À ce jour, l'école, les logements et le centre médical sont déjà réalité. L'ouvrage définitif est des plus attendus. En témoigne cette visite du Premier ministre sur les lieux. Luc Adolphe Thiao a réaffirmé le soutien de l'exécutif pour ce projet. Le point de la visite nous est relaté par Aboubakar Sagnon. Niché au milieu des roches granitiques, le village Opéra de Laongo devient de plus en plus une réalité. Pour la deuxième fois, le Premier ministre burkinabé visite les infrastructures déjà réalisées sur le site de ce projet culturel et social, comme cette école de 3 classes. Luc Adolphe Thiao a également fait le tour des bureaux, ateliers, magasins et dortoirs, mais c'est surtout le centre médical nouvellement construit qui aura retenu l'attention du chef du gouvernement. Quand vous regardez vraiment ces bâtiments, c'est fait essentiellement avec des matériaux locaux, en dehors évidemment de certains matériaux comme évidemment la ferraille et même le concept du bâtiment. Quand vous y êtes à l'intérieur, vous n'avez pas l'impression d'être étouffé dans du béton. C'est l'aération, le concept s'appuie sur l'aération, sur le contact avec la nature. Donc c'est autant d'éléments qui font que c'est un projet original et j'invite vraiment ceux qui ont l'occasion, c'est pas loin de Ouaga, de venir le visiter parce que c'est un très beau projet et je formule le vœu vraiment que l'opéra que nous attendons tous puisse vraiment être érigé. Il coûte un peu cher et j'espère que les partenaires techniques et financiers, que les amis du Burkina Faso pourront contribuer d'une manière ou d'autre à bâtir donc cet opéra. La réalisation de cet opéra va nécessiter plus de 3 millions d'euros. Ce grand théâtre sera le cœur du projet. Nous l'appelons opéra, nous l'appelons salle de spectacle, nous l'appelons grand hall, nous l'appelons salle de rencontre. Il n'est pas encore là, mais j'espère bien sûr qu'il va bientôt pousser. Voilà, il sera au milieu, au centre de tout ce qui va naître et servira de nucléus, de nucléaire. Voilà, pour faire pousser le tout, pour faire venir beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, beaucoup d'artistes, beaucoup de spectacles au Burkina. Le chœur va continuer jusqu'à 1000 personnes, hein, mais il est censé être ouvert. C'est-à-dire c'est une infrastructure qui est quand même particulière. Voilà. Donc on pourra accueillir autour plus de 1000 personnes. Le village Opéra de Laongo est bâti sur une superficie de 5 hectares. Il a été initié par le metteur en scène allemand Christoph Schlingensief, décédé en août 2010.
Voilà donc pour le point. En attendant l'opéra de Laongo, le Burkina Faso et la Banque mondiale fêtent 50 ans de partenariat, un parcours qui a soutenu l'essor de la vie socio-économique du Burkina. En marge des conférences, l'institution bancaire ouvre ses portes au grand public. Il s'agit de remonter le temps par l'image sur les réalisations dans les différents domaines. Environ une centaine de projets auraient vu le jour pour près de 2000 milliards de francs CFA. Cassinda Léonore et Claudine Bikaba. À travers ces journées portes ouvertes, la Banque mondiale offre l'occasion aux citoyens burkinabés de découvrir un échantillon des résultats des projets qu'elle finance. Il s'agit également pour cette institution de faire connaître à l'ensemble de la population son mécanisme de fonctionnement. De cette journée porte ouverte, c'est pour démontrer, c'est pour montrer au public et c'est pour expliquer et répondre à des questions posées par le grand public de ce que la Banque mondiale fait. Depuis un demi-siècle, la coopération entre la Banque mondiale et le Burkina Faso porte des fruits dans plusieurs domaines dont la santé, l'énergie et les mines, l'eau potable et l'assainissement. De nombreux projets ont bénéficié des actions de cette institution financière qui s'investit dans la lutte contre la pauvreté, la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Le projet dont je suis le coordinateur national a été préparé avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale suite à la crise alimentaire de 2008. Alors, et grâce donc à l'appui de ce projet-là, par exemple, nous avons pu aménager 7000 hectares de bas-fonds dont l'exploitation a démarré cette année et qui vont permettre de produire au moins 25 000 tonnes de paddy en plus. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Burkina Faso est riche de 16 projets nationaux estimés à plus de 400 milliards de francs CFA et 6 projets régionaux d'une valeur de 62 milliards de francs CFA. Dans les rangs de la passation des marchés publics, le respect de l'éthique et de la déontologie tend à être foulé aux pieds. Contre le fait, la Direction générale du contrôle joue la carte de la sensibilisation. Le comité anticorruption du département convie les agents publics à plus d'orthodoxie dans la passation des marchés publics. La rencontre entre dans le cadre de la mission de renforcement du contrôle de la direction. Le point de Drissa Serré. L'une des faiblesses reprochées à la gestion des finances publiques, c'est le domaine des marchés publics où il est souvent fait cas d'actes de corruption au quotidien. Concernés au premier chef, les agents de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers sont interpellés. Cette séance de sensibilisation et d'information a pour objectif de les amener à développer des comportements éthiques afin de leur permettre de jouer leur rôle de garant de l'orthodoxie financière. Un certain nombre de moyens ont été mis à notre disposition pour sensibiliser, informer nos collaborateurs par rapport à un changement de comportement. Puisque lorsqu'on décrit les cas de corruption, c'est sûr qu'il y a quelque part il y a un acteur qui est impliqué. Donc nous pensons qu'à travers nos sensibilisations, l'information que nous allons passer, les gens vont comprendre ce que la population attend d'eux et à un changement de comportement. À cette session, aucun sujet n'est tabou. Des aspects sensibles de la corruption seront abordés. La question des marchés gré à gré, la forme des cotations, la problématique des cadeaux offerts aux agents publics. Le cas le plus frappant actuellement, c'est le cas des demandes de cotation où nous voyons que la procédure en elle-même n'est pas rigoureusement suivie. Donc nous allons insister dans la sensibilisation pour dire que c'est des procédures à risque et inviter nos collaborateurs à être beaucoup plus regardants lorsqu'ils analysent les dossiers qui sont soumis à leur appréciation. La corruption tue l'économie et porte un coup dur au développement du pays. Les acteurs des marchés publics doivent le savoir. Ce comité-là va aider effectivement à expliquer aux agents effectivement comment se comporter, quelles actions entreprendre pour éviter effectivement donc de tomber dans la corruption. Cette session entre dans le cadre des missions d'information et de sensibilisation du comité anticorruption de la DGCMF avec pour finalité de susciter un comportement intègre chez les acteurs des marchés publics.
Voilà, enquête de transparence donc, sauvegarde de la mémoire collective burkinabé. Attention, il y a péril en la demeure. La gestion des archives nationales fait face à des impératifs dont les exigences de l'époque numérique. Plus que jamais, le métier a besoin de soutien pour tenir sur la durée. Les acteurs du domaine réfléchissent sur un plan d'action national pour les archives au Burkina Faso. Isaïe Parkouda et Oswald Gaëtan Segueda. Les acteurs et professionnels des archives ici réunis doivent valider le plan d'action de la politique nationale sur les archives au Burkina Faso. Ce plan prend en compte la conservation et la mise à disposition dans des conditions idoines des archives pour exploitation par l'administration et le monde de la recherche. Cet atelier est une opportunité de réfléchir sur une question hautement stratégique qui est la préservation de nos archives, qui est d'avoir une feuille de route pour pouvoir mieux gérer nos archives et aussi responsabiliser des acteurs dans cette préservation. Car comme vous le savez, sans archives, il n'y a pas d'histoire. C'est la matière première pour écrire l'histoire. C'est également l'occasion de porter des amendements dans le sens de l'amélioration et de la sauvegarde du patrimoine archivistique du Burkina Faso. Et cela nécessite plus d'investissement. À ce stade, il faut avoir une politique cohérente d'organisation et de gestion des archives. Bon, le Centre national des archives, c'est elle qui supervise les actions, mais les actions se mènent dans les institutions. Après validation, il faudra procéder à l'adoption de la politique nationale sur les archives pour que vive la mémoire collective. Le Code des personnes et de la famille, encore plus proche de nos populations, c'est l'initiative de la Fondation Femmes TIC et Développement Durable. La Fondation forme des informaticiennes à rendre plus accessibles ces documents sur Internet. Et pour cette session, une quinzaine de spécialistes est concernée. Le point sur la cérémonie officielle de démarrage des travaux avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. En plus de favoriser l'appropriation des TIC par les femmes, cette formation de haut niveau profite des informaticiennes sur les applications mobiles se veut avant tout une initiative de création de contenu pour les téléphones portables, les smartphones et autres tablettes. À l'issue de la formation, vous pourrez avoir sur votre téléphone mobile des applications comme le code des personnes et de la famille, le code du travail, le calendrier de vaccination des enfants de 0 à 15 ans, les sites touristiques du Burkina, où manger à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, avec des possibilités de laisser un commentaire. Des applications qui seront gratuitement téléchargeables sur le Google Store, ce qui, de l'avis des acteurs du domaine, répond à un besoin. Premièrement, c'est cette initiative qui consiste à faire prendre conscience aux femmes de l'intérêt que représentent les TIC pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les femmes. Deuxièmement, il faut saluer le fait qu'aujourd'hui on ne se réunit pas pour être simplement consommateur de TIC, mais l'initiative vise à en faire d'elles des productrices de contenu. La Fondation Femmes TIC et Développement Durable, comme le veut l'objectif de sa création, participe ainsi de la généralisation de l'accès au numérique. Tous ces efforts seront vains et inutiles sans une appropriation sociale et économique large et sans exclusive des TIC. L'initiative de la Fondation Femmes et TIC vise à favoriser l'appropriation sociale et économique des TIC par les femmes pour booster le développement durable. Les TIC sont un secteur pourvoyeur d'emplois et partant de promotion d'un développement durable. Les TIC constituent un facteur d'impulsion de développement et c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Puisque ces informaticiennes-là vont repartir ici outillées, elles pourront relayer cette formation-là et Madame la Présidente, par cette initiative, va contribuer à combler un centre peu ce qu'on a pu appeler, n'est-ce pas, la fracture numérique genre. À l'issue de la formation qui sera assurée par des experts nationaux sur place et en ligne depuis les États-Unis, les plus assidus recevront des encouragements.
La gestion des crises et des catastrophes dans l'espace africain se discute à Ouagadougou. Le sujet interroge en premier les responsables en charge de la protection civile. À l'issue de 2 jours de travaux, ils devraient proposer des pistes de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient à l'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile. Des précisions sur le sujet avec Wendata Nathalie Kaori. Les crises et les catastrophes naturelles sont imprévisibles et elles causent d'énormes dégâts aux populations. Cette situation, qui n'épargne aucun pays au monde, est aggravée par les changements climatiques. Pour faire face aux crises et aux catastrophes avec efficacité sur le continent africain, il faut une synergie d'action dans le domaine de la protection civile. C'est dans cette perspective que les directeurs de protection civile venus de 22 pays africains se sont retrouvés dans la capitale burkinabé pour mener la réflexion. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est un état des lieux des différentes directions générales de protection civile en Afrique. L'état des lieux va nous permettre de déceler ensemble les forces et les faiblesses des structures installées. Et le gap qui va s'en dégager va concentrer et mobiliser l'OIPC pour effectivement trouver des solutions durables, pour effectivement permettre à l'Afrique, dans le domaine de la protection civile, de faire des progrès significatifs. La protection civile désigne l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre pour protéger les populations en cas de crise ou de catastrophe naturelle. Elle nécessite d'importants moyens et cette rencontre servira également de cadre pour poser les bases d'une coopération internationale qui permettra aux États africains de disposer de moyens adéquats pour assurer la protection civile. Et les pays ne mettent pas toujours suffisamment de ressources pour cette activité qui malheureusement coûte excessivement cher. Lorsque vous prenez les sapeurs-pompiers, un camion donc pour éteindre l'incendie coûte excessivement cher. C'est près de 300 millions de francs CFA. Donc cette rencontre va nous permettre, si vous voulez, de mutualiser un peu nos moyens et d'appeler également les instances internationales à nous appuyer davantage pour que nous soyons efficaces au niveau de nos États. La rencontre qui se tient pour la première fois en terre africaine est l'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile. Et pour service rendu à la nation burkinabé en matière de protection civile, cette organisation a reconnu le mérite de 3 personnalités, dont le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, qui a reçu la médaille d'honneur de l'Organisation internationale de la protection civile. Sans être source première de catastrophes, les domaines de la biologie et de la chimie demandent à être surveillés comme du lait sur du feu. Et pour cause, les risques de débordement sont vite arrivés. L'idée de détourner les innovations à des fins malsaines tente dans certains milieux. C'est l'une des raisons qui a conduit la communauté internationale à formaliser l'interdiction des armes chimiques. Le Burkina Faso est à l'étape de mise en œuvre de la convention. Ismaël Diloma Sirima et Claudine Bikaba. Le Burkina Faso prend note afin de bien mettre en application la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Des membres du Bureau pour les affaires de désarmement des Nations Unies sont venus pour aider le pays des hommes intègres à élaborer des plans d'action pour interdire le développement ou la conservation des armes chimiques. Ils vont également échanger sur les enjeux de cette question pour la sous-région. Nous luttons contre justement la détention de ces armes biologiques par les groupes terroristes. Et c'est vrai, l'insécurité ambiante que nous avons au niveau de toute la région sahélo-sahélienne nous interpelle. Cet atelier de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines bénéficie de l'appui de l'Union européenne. En 2 jours, les participants pourront aussi échanger sur les différents concepts afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de l'esprit de la Convention. Dans les enceintes de l'éducation, c'est la violence qui est le plus à craindre. Les premiers acteurs de l'enseignement font de la lutte contre le phénomène une condition de réussite pour la jeunesse. C'est donc sous cette interpellation que se tient la 3e Assemblée générale du Conseil national pour la prévention de la violence à l'école. Depuis Lumbila, le point de Kadi Sanogo. Le phénomène de la violence en milieu scolaire et universitaire
constitue aujourd'hui une préoccupation. Il prend de l'ampleur et représente une menace permanente pour la paix et la stabilité sociale. Face à ce constat, le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école a vu le jour en 2009. La 3e assemblée générale de ce conseil se tient autour du thème « Prévenir et lutter contre la violence à l'école est une des conditions de réussite des jeunes. Quel apport des acteurs et partenaires de l'éducation ?» Une opportunité pour identifier des stratégies et des actions à même d'assainir l'environnement scolaire et estudiantin. Cette assemblée générale sera suivie d'un panel où nous allons fédérer toutes les actions réussies, toutes les expériences afin de prendre à bras le corps ce phénomène qui gangrène notre système éducatif. Et demain s'ouvrira le panel où tout le monde est invité, les élèves, les étudiants, les enseignants, les syndicats, la société civile, les associations de lutte contre la violence en milieu scolaire. Pour le ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs, cette 3e assemblée générale revêt une grande importance. Nous avons souhaité que ces échanges soient directs, des échanges francs et surtout, en tout cas constructifs, de telle sorte que le Burkina puisse effectivement tirer le meilleur parti, parce que la jeunesse, c'est l'avenir effectivement du pays. On ne peut pas continuer à l'imaginer dans un encadrement scolaire qui ne soit pas un encadrement serein et de paix. Conscient que la qualité de l'éducation, de la formation, par conséquent, la réussite de la jeunesse sont tributaires d'une paix durable, la mobilisation et l'implication de tous les acteurs de l'éducation s'imposent pour venir à bout de ce mal. Restons dans le domaine de l'enseignement. Il faut une éducation solide pour supporter les ambitions du Burkina émergent et pour ce faire, le secteur de l'éducation va à la quête des références, des acteurs plus engagés pour la cause et qui le démontrent. La journée des nouveaux enseignants s'inscrit dans un cadre de promotion et d'encouragement. L'initiative marque sa 8e édition. Elle a été célébrée ce jour même à Ouagadougou, le point de Claudine Bikaba. D'après Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Pour magnifier et reconnaître le travail combien important que font les enseignants et enseignantes, une journée leur est dédiée. Il s'agit de la journée de la nouvelle enseignante et du nouvel enseignant. Cette 8e édition est célébrée ce 2 décembre à Ouagadougou dans la ferveur et dans la joie. Mais au-delà, cette fête a été une tribune où les enseignants et enseignantes sont interpellés à jouer pleinement leur rôle d'encadreur et d'éducateur avec beaucoup d'engagement, car ce métier est avant tout un métier de sacerdoce, un métier noble pour tous ceux qui sont passés à cette tribune. Ce qui est important à dire à ces enseignants, c'est qu'ils sont le socle de développement de ce pays. Et pour réussir aussi ce continuum, nous attendons d'eux qu'ils s'y engagent. Et s'engager, ça veut dire tout simplement d'accepter eux-mêmes de se former et s'auto-former. Le coparrain représentant les partenaires techniques et financiers n'a pas manqué de renouveler son engagement d'accompagner le ministère de l'Éducation dans sa nouvelle stratégie et s'est également réjoui de l'enthousiasme vécu au cours de cette cérémonie. Nous travaillons de main en main avec le ministre d'Éducation nationale et alphabétisation pour justement mettre en place ce chantier de réforme que j'ai mentionné dans mon discours, cet continuum d'éducation du préscolaire alimentaire jusqu'au post-secondaire, post-primaire. C'est important. C'est important parce que le Burkina Faso s'est embarqué dans un chemin d'améliorer l'accès, la qualité, la gestion de l'éducation pour justement bâtir l'avenir du pays. La cérémonie s'est achevée par la remise des kits composés de plusieurs lots, plus 50 000 francs CFA et des chèques ont été également remis par Coris Bank aux 12 DRENA pour encourager et stimuler ces acteurs clés du développement que sont les éducateurs.
À Djibo, les acteurs de l'école classique et franco-arabe se donnent la main pour tirer vers le haut le taux de succès aux primaires. Même si les résultats de la dernière année scolaire sont encourageants, les acteurs visent mieux pour les prochaines années. Le moment était tout trouvé pour saluer l'abnégation au travail des apprenants et encadreurs. Les moments marquants de la cérémonie avec Abdel Aziz Yagibou. Avec 153 points sur 170 au CEP 2013, Oumarou Cissé s'est vu porter sur le toit de la circonscription d'éducation de base CEP de Djibo. Un exploit qui lui vaut en ce jour une reconnaissance solennelle. Je partais là où il y a l'électricité la nuit pour étudier, pour bosser mes leçons. Et les élèves aussi de courrier bosser pour être les meilleurs comme moi. Au titre de l'année scolaire 2012-2013, ils sont au total 77 lauréats, apprenant comme encadreurs de la CEP de Djibo à voir des cadeaux pleuvoir sur eux en cette journée. Une façon pour les acteurs du système éducatif classique et ceux de l'école franco-arabe de contribuer à l'amélioration des rendements les années à venir. Nous avons obtenu 65,27% de taux de réussite. Sur 27 écoles qui ont présenté des candidats, nous estimons que c'est satisfaisant dans la mesure où nous avons fait un plus par rapport à l'année dernière, où nous étions à peu près 60% de taux de réussite. Des résultats engrangés au prix d'efforts consentis par les acteurs impliqués. Nous faisons la sensibilisation dans tous les villages avec nos conseillers, nos CVD et les parents d'élèves. En tout cas, nous continuons sans cesse à sensibiliser, à apporter notre soutien matériel et financier pour les examens et pour aussi le fonctionnement des écoles. Co-parrainé par Aïda Rose Tamboura et Elhadji Moussa Cissé ici représentés, cette mobilisation sonne comme une invite à la Fédération des énergies pour repousser les barrières de l'analphabétisme à Djibo. On fait un appel à toute la région, à tous les ressortissants, à tous les résidents de se tenir la main dans la main pour booster cette activité qui est une activité noble qu'on fait chaque année et c'est un produit qui va beaucoup payer un jour. Divisé en 2 circonscriptions d'éducation de base, Djibo compte aujourd'hui 57 écoles, dont 10 écoles franco-arabes. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, l'heure est à la mobilisation des fonds nécessaires pour la mise en route du plan décennal de l'Université de Ouagadougou. Pour une opération, elle est dénommée Charme en direction des partenaires techniques et financiers de l'enseignement. La session se tient dans le cadre de la journée portes ouvertes de l'Université Claudine Bikaba. Les journées portes ouvertes de l'Université de Ouagadougou ont été placées sous le thème recherche scientifique et professionnalisation des filières de formation pour une université au service du développement. Au cours de ces journées qui se sont déroulées du 25 au 30 novembre dernier, il y a eu parmi ces activités une table ronde avec les partenaires techniques et financiers. C'est une table ronde qui s'articule autour de l'aspect coopération. Quel est l'état de la coopération au niveau de l'Université de Ouagadougou, mais surtout autour des documents d'orientation que nous avons au niveau de l'Université de Ouagadougou, c'est-à-dire les documents de politique, de développement institutionnel et les documents de plan stratégique qui constituent des boussoles pour nous. À la cérémonie d'ouverture de ces journées portes ouvertes, le parrain, ancien étudiant de l'Université de Ouagadougou, a été choisi pour son exemple d'entrepreneur et d'homme d'affaires du Burkina. Il s'est prononcé à l'occasion. Le message que je vous ai adressé spécifiquement, c'est un peu évaluer les besoins du secteur privé, voir comment l'enseignement de l'université peut adapter sa formation à la demande donc, du secteur privé. Parce qu'il s'agit, comme nous avons compris à travers ces journées ouvertes, de faire le bilan de ce qui a été déjà fait au niveau de l'université, également de se projeter sur l'avenir dans les 10, sinon 20 ans à venir. À la fin des travaux, les partenaires techniques et financiers ont apprécié l'initiative et surtout la volonté de l'université de s'ouvrir à son environnement, à celui de la coopération internationale et du monde des affaires en perpétuelle mutation.
En sport, le handicap physique n'est plus tout aussi handicapant. En fauteuil roulant, des sportifs ont donné à voir un match des plus enlevés. C'était au stade René Monori à Ouagadougou. L'initiative est de l'ONG Handicap Solidaire qui vise à développer le sport pour personnes handicapées physiques. Le compte-rendu de Bangba, David Kafando. La personne en situation de handicap a droit à la pratique sportive et est capable de pratiquer le sport. C'est le message de Handicap Solidaire Burkina Faso, une ONG qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À l'occasion de la journée du sport pour personnes handicapées, elle a convié son équipe sportive à une démonstration de basket sur fauteuil. Objectif: briser les barrières qui plombent l'épanouissement des personnes en situation de handicap au Burkina, mais aussi et surtout plaider pour la valorisation et la promotion du sport pour personnes handicapées. Nous voulons aussi utiliser ces séances-là pour que la population ait un autre regard à l'égard de la personne en situation de handicap. On ne voit pas la personne handicapée comme celle qui est destinée au désœuvrement ou celle qui est là juste pour bénéficier de l'assistance, mais c'est des personnes qui ont juste besoin de l'accompagnement pour briser les barrières qui les empêchent d'être des actrices actives et participatives dans le développement et à tous les niveaux, et notamment dans le domaine du sport. Sur le plateau René Monori, le public a pu assister à 2 matchs livrés par les équipes mixtes de l'ONG. Moment de plaisir et de retrouvailles entre sportifs chevronnés et rompus à la manœuvre, l'handicap basket est aussi une discipline de prouesse technique et de précision. Mes attentes ont été comblées et vraiment je ne ménagerai aucun effort pour donc les soutenir à l'avenir selon mes possibilités. Et également à travers les mouvements associatifs dont je suis membre, je parlerai donc de cette ONG pour qu'ensemble on essaie de voir comment on peut donc les aider à promouvoir leur ONG, à développer leurs activités et à se rendre plus utiles dans la société. Handicap Solidaire a aussi rappelé la nécessité de prendre en compte les problèmes des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre des politiques de développement. Les basketteurs ont reçu de la part du parrain un lot de matériel composé de ballons et d'équipements sportifs. Voilà, un salut à l'artiste pour refermer ce journal. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.